bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui une équipe totalement remaniée, on a même prolongé une recrue, mais on a surtout retrouvé une défense, messieurs, puisqu'on a la Diste avec nous. Et Yves, comment ça va, Yves ? Ça va et vous ? Ça va très bien. Oxens, tu es tout seul au milieu de terrain avec Fred qui va essayer de pallier un peu tout le monde. Comment ça va, Oxens ? Ça va très très bien, on a intérêt à bien charbonner au milieu. Fred, tu es encore avec nous cette semaine, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire l'interview supporter, donc tu prolonges l'aventure d'une semaine de plus. Comment ça va ? Et ça va très bien, je prolonge le contrat et bien content. Et à la technique aujourd'hui, il est partout cet homme, il met des écharpes, il gère le Facebook, le Instagram, les musiques aussi, et maintenant il a la technique, c'est Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, écoute, multifonction, t'as mieux, hein. Je pourrais faire un truc bien et non, je fais 15 trucs médiocres, donc c'est bien. Oh, c'était dur avec toi-même, Non, c'est pour que tu me passes un compliment derrière. Bonne Saint-Valentin, Camille, en fait. Oui, bah oui, t'as eu... Non, je vais... Vas-y, enchaîne. Non, pas en direct. Ouais. Avec moi, rien du tout. Au programme, plutôt, messieurs, on va faire les petites news sur les actus centre de formation féminine. C'est Vincent, du coup, qui va s'en occuper. Il est partout, hein. Puisque Nathan n'est pas là. Il est nulle part. Et on va faire le retour sur Valenciennes TFC, peut-être le plus beau match de la saison. On va y revenir. On fera une pause musicale et comme je vous l'ai bien stimulé avant, c'est Vincent qui a choisi la musique et je le répéterai encore une fois. Et enfin, on fera une preview, ensuite on fera une preview avec le Havre et on aura Gilles de 100% Havre qui sera avec nous. Il n'y a pas Vincent qui fait le Havre ? Non. Ah. Non, mais il peut pas être partout non plus. Une interview supporter et ensuite on terminera cette émission et on pourra tous aller voir le match de Ligue des Champions. Voilà, messieurs, pour cette 142e émission. Est-ce que tout le monde est prêt ? Ouais. Eh bien, on est parti. Quel objectif avez-vous défini ? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Et on va commencer avec les résultats du centre de formation et des féminines. Et il y a eu quelques bons résultats, dont un que Mehdi est allé voir dimanche. Et c'est lui qui nous a fait le résumé. Notre scout est toujours là. Vincent, c'est toi qui vas faire tout ça aujourd'hui. Ouais, j'étais absolument pas prêt là, je suis en train d'aller sur les réseaux sociaux. Puis ah oui, c'est vrai, c'est moi qui fais ça. C'est pour ça que j'ai meublé, ouais. Mais j'étais en train de me demander si j'allais pas faire les réseaux, mais au final c'est vrai que c'est toi qui les as. Donc, et je vous dis, cet homme est partout. Allez, on commence du coup par les U19. C'est pas dans l'ordre, mais du coup, comme tu l'as cité, on va revenir sur le résumé de Mehdi qui a pu assister à cette victoire 3-1 à domicile contre Béziers au stade annexe 5 du stadium, pardon. Donc pour faire déjà un petit aperçu du classement, le TFC donc est 2e à 3 points de Monaco. Les buteurs, donc on a Tim Ray à la 9e, Maxence Abraham à 37e, Théo Dengenjarma à la 81e pour une réduction du score à la 86e. Donc le résumé du match pour Mehdi, il manquait pas mal de joueurs donc de U19 entre les Covid, d'autres qui ont été mobilisés avec les N3. Match bizarre, je le cite, domination donc concrétisée avec un joli coup franc de Tim Ray. Il y a 2-0 à la mi-temps. Une petite baisse de régime en seconde, au retour du vestiaire en seconde mi-temps. Il y a même Béziers qui aurait pu recoller au score avant que le 3e but, c'est un U17 qui le marque, donc ce 3e but. C'est plus physique que les U17 quand il compare du coup les 2 équipes, mais il y a quand même moins de jeux, il trouve. Il y a moins d'individualité aussi. On avait donc Guillaume Rest, gardien pro, qui joue avec l'U17. Il en impose, mais encore de petites conneries pour la citer. Donc voilà, il a été séduit aussi par le jeu de Tim Ray au milieu. Il y avait 2 autres U17, Mawissa et Camara, qui ont été bien entendus, mais moins bon qu'en U17, mais quand même. C'est des joueurs qui ont fait bonne impression pour lui, surtout que Mawissa a joué latéral gauche lorsqu'il est en centrale en U17. Donc pour être surclassé et en plus changer donc de poste, c'est plutôt pas mal. Pour lui, la révélation sur ce match, c'est Eddy Zuliani, qu'il n'avait jamais vu jouer. C'est un milieu côté gauche qui joue avec une intensité folle. Il est toujours à fond tout le temps, même presque trop. Il a pris un carton sur un gros tacle en fin de match. Et il a une bonne technique. Donc c'est plutôt de bon augure pour cette équipe-là, puisque, voilà, donc comme je rappelle, 2e du classement. Trêve pendant les vacances, reprise avec un déplacement à Toulon le 6 mars.
C'est vrai qu'il y a une grosse trêve là chez les jeunes pour tout le monde. Moi j'ai un jeune que je connais qui est en U19 à Colomiers, qui fait des bancs en U19 à Colomiers, qui est gardien. Il m'a dit qu'au TEF, la génération U17, même chez les jeunes, apparemment, ouais, ça parle que c'est vraiment eux la grosse génération et que quand ils avaient affronté les U19, c'était beaucoup de U17 aussi qui étaient présents. Donc on voit encore qu'il y a certains U17 en U19, donc c'est bien. Et ce petit Giuliani là, c'est un gars d'ici? Vous savez pas? C'est une excellente question. Écoute, on va se renseigner de suite. On attend Mehdi. J'ai joué avec un Giuliani. Ah. Et quand je lis la description de son match, Ça te rappelle c'est tout à fait lui. Mais écoute, on va aller se renseigner. Hein. Ouais. On va aller se renseigner. Vincent. On va passer au U17. Dis-nous tout. Victoire 2-1 des U17 à Montauban, petit derby. Donc Bielianjou qui marque à la 25e et Saka à la 35e, réduction du score à la 60e des Montalbanais. Donc les U17 sont seconds derrière les Girondins, mais avec un match de retard. Donc pareil, ils joueront le 6 mars avec la réception de Balma. Oui, Oxens. Ouais, pour revenir à Eddy Giuliani, j'ai un article dessus. Apparemment, voilà, très gros potentiel pour la sélection algérienne des moins de 17 ans. Ok, on ne sait pas s'il est de Toulouse ou pas. Alors, il ne le précise pas, mais en tout cas, en Algérie, il est vu comme je cite, le futur patron technique des Fenech. Rien que ça. La pépite. La pépite. Ouais, donc laissons-le grandir. Elle est chez nous. Allez, du côté de la N3, donc après la victoire contre Castanet la semaine passée 3-2, la réserve se déplaçait, donc se déplaçait à la Ramée, c'est pas stadium. C'est un gros déplacement. Voilà. Voilà. Feuille-Toulouse, ça fait une petite trotte quand même. Vas-y à pied, on verra. Donc victoire donc de Beaucaire, 1-0 sur le terrain de Toulousain. Si la défense a globalement sorti une bonne rencontre, cette défaite est logique. Le chouchou donc d'Oxens, Anis Begraoui, aligné en pointe, qui restait sur des belles prestations en National 3, est passé complètement à côté de son match. Arrête de sourire à travers ton masque, s'il te plaît, Oxens. Je n'ai pas le masque. Ah ben c'est encore pire. Et donc il a raté plusieurs situations. Le classement du TFC, donc il reste bloqué dans la deuxième partie de tableau avec 16 points seulement. Et la prochaine rencontre, c'est dès dimanche contre Alès, qui est actuellement dauphin du leader Agde. Donc ce sera sur la pelouse de la Ramée à 14h30. C'est un match en retard, non? Oui, c'est un match en retard, oui. Mm. C'est voilà. C'est dimanche là? C'est ce dimanche. Ouais. Peut-être y aller. Ouais. Ah, il y a peut-être moyen de Ouais. s'occuper. Ouais, Sachant ouais. que quand on voit la compo alignée, il y avait quand même quelques professionnels sur le 11 de départ. Je vous le fais rapidement. On a Imer, Semaoun, Keben, Costa, Lamigli, Soaib, Chaibi, Tousgar, Panafit, Begraoui et Savignac. Donc c'est pas la compo qu'on a eu le plus de quand même hein, pros. dans l'histoire. Ouais, Ouais, c'est pas mauvais quand on regarde. Enfin, c'est pas mauvais. ouais, c'est bon. Après, c'est Intéressant. une N3. Après, moi, cette N3, je comprends pas qu'elle soit aussi loin. Mais bon, c'est très compliqué. En général, les équipes 2, surtout ces équipes réserves. Mais La N3, il y a quelques années qu'on n'arrive pas à. on a beaucoup de mal, ouais. Ouais. C'est pas nouveau, on a beaucoup de mal, c'est vrai. C'est dans beaucoup de clubs de professionnels Bien avec sûr. des problèmes avec les réserves et que c'est compliqué. Ah, de toute façon, les équipes 2 en général, hein, que ce soit de la réserve ou des jeunes, c'est toujours compliqué. T'as déjà un énorme problème, c'est que la plupart des joueurs qui redescendent, ils s'entraînent jamais ensemble. Donc, pour avoir une cohésion, c'est déjà. Ah oui, totalement. Mais je pense qu'on fait une compilation des feuilles de match de la N3. Il y a quand même rarement les mêmes duos, les mêmes affinités qui sont alignés. Hein. Ça tourne énormément. C'est ça. Oui, à part peut-être le gardien ou quoi, et encore. Et encore, ça tourne aussi. Ouais. Eh bien, merci Vincent. On va enchaîner avec les féminines. Ouais, alors les féminines, on va commencer donc avec les U19, donc qui n'ont pas joué depuis la défaite face au PSG le 30 janvier en première journée de la phase élite. Le prochain match, ça sera ce dimanche, le 20 février, à 12h30 du côté du stadium contre Dijon. Je fais dans l'ordre comme ça, d'ordre on va dire chronologique, il n'y a pas d'ordre. Allez, victoire 7-2 contre Jacou Clapier. Elles reviennent à 2 points de Colomiers, toujours leader invaincu. Les buteuses pour ce match, donc on a un doublé de Janvier, un doublé de Roumiga, un doublé de Chauffaille et un but de Chaban. Le prochain match, ça devait être le 6 mars avec la réception de Millau, mais elles sont forfait. Ça sera donc le 20 mars à 7. Donc c'est pareil, assez irrégulier ce championnat-là, niveau calendrier. Ouais. Et on va terminer avec la Cup 1 à R1, donc victoire 4-0 contre Roche. Elles gardent leur place de leader avec 6 points d'avance sur Montauban. Donc doublé de Lissard, but de Garcia, but de Rouget. Le prochain match, ça sera demain, mercredi, à Dreuil. C'est un match en retard. Et le fameux match qui n'a pas été joué à cause de la neige. C'est bien ça. Je dis pas de bêtises. Eh bien, merci Vincent pour ce petit point complet. Centre de formation et féminine. On vous a même donné le programme. Il n'y aura pas beaucoup de matchs
qui vont arriver, de matchs officiels, ça va surtout être des amicaux. Je pense que pendant 3 semaines, on a tous des trêves là, chez les jeunes ou chez les féminines, mais il y a juste peut-être les matchs en retard à aller voir. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour autour du stadium ou de l'armée. On enchaîne, nous on va monter encore d'un grade, j'allais dire, on va passer chez les seniors et avec l'équipe phare de ce petit club amateur, avec le TEF du coup qui se déplaçait à Valenciennes, et ça c'est Auxence qui va nous faire le retour. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Exactement, on va faire un petit retour sur ce TFC Valenciennes. On va voir que c'était un très très beau match. Ce samedi, le TFC donc se déplaçait au stade du Hainaut pour affronter des Valenciennois en mauvaise posture puisqu'ils jouent le maintien. Tout ça pour la 24e journée de Ligue 2. Côté composition, on était sur un 4-3-3 assez retouché avec les absences de Issy Gassila à cause d'un problème de cicatrice de sa blessure et de Rissilé qui est devenu papa d'une petite Arlo. Il est né à Toulouse. Ça, au moins, il aura une future internationale française. il aura une attache à vie à Toulouse au moins. Côté compo, donc du coup, on a Dupé au cage, Diakité toujours piston gauche, Nicolas Senoro latéral gauche. Ouais, latéral gauche. Pas. Nicolas Senoro, Dessler en défense, un milieu Vandenboomen, Spearings, Genro et en attaque Ratao, Onaïou et Ngoumou. Petite précision aussi, c'est que Flemings a été un temps convoqué, il était bien présent à Valenciennes, mais au final il n'a pas joué. Et bon, il y a une petite vidéo sympa. Il avait la flemme. J'ai pas de jingle pour ça, je suis désolé. Une fois, je la ferai pas deux. C'est bon, elle est dans la boîte, il y aura le jingle. Ah oui. Jingle blague pourri made in Camille. Je garderai surtout le silence après qui a suivi, qui est toujours du Camille. Hein. C'est ça qui est bon. Donc non, Fleming c'était bien là, mais il n'a pas joué. Et on a une petite vidéo sympa de lui en train de chanter du Bob Marley dans le vestiaire pour s'intégrer. Donc c'est sympa, en tout cas. Il commence à bien s'intégrer, à bien connaître. Il y avait la chicha aussi avec le. Alors je voyais pas à travers la fumée, mais non, je plaisantais. Il y avait rien, c'était très très bon. Bon, on repart sur le sportif, match. hein. Ouais, exactement. On repart sur le match. Ça commence très bien pour le TFC, puisque Vandenboomen dépose un nouveau caviar pour Rouault dès la 10e minute de jeu. 1-0 très rapidement dans le match. Voilà, sur une action sûrement travaillée, je pense, à l'entraînement. Oh bah, Vandenboomen qui distille encore, puis après au corner travaillé, oui, ils arrivent lancés au premier poteau, il met bien la tête Rouault, enfin je veux dire, il n'y a pas travailler c'est sûr, puisque le second but c'est copie conforme, donc c'est classique. Rouault à son axe de course, et Vandenboomen choisit où il met le ballon comme d'habitude. C'est vrai que sur ça, il y a l'impression. Peut-être un peu de vidéo sur leur adversaire aussi, donc ouais. Un peu laxiste aussi sur le marquage, nos amis du Nord. J'allais dire aussi. En tout cas, on enchaîne. Les Toulousains, ils contrôlent le jeu et pendant de longues minutes, on a de longues phases de transition qui sont très réussies et ça joue vraiment très très bien. Je voulais avoir votre ressenti un peu sur ces 20 premières minutes qui, franchement, étaient de très très bonne qualité quand même. Oui. Ouais, pour un match à l'extérieur, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une entame comme ça. Bon, après, c'est toujours pareil. Quand tu marques assez rapidement, tu t'aperçois qu'on est plus tranquille, on est plus libéré, entre guillemets. Ça joue un peu mieux. Non, si, c'était... moi, j'ai trouvé que c'était... on n'avait pas souvent vu ça à l'extérieur. Quoi. Et puis Valenciennes, c'est faiblard quand même. Ouais. Valenciennes, c'est très très faible. Très très, très faible, peut-être pas. C'est faible. Si, quand même. Plus faible que Nancy. Alors pas plus faible que Nancy, il n'y a qu'à regarder le classement, mais c'est pour ça que Nancy est très faible, oui, mais c'est pas beaucoup, c'est pas loin au-dessus de Nancy. Ouais. Hein. Ça a eu du mal à exister. Après, est-ce qu'ils n'ont pas été faibles parce que justement on a peut-être aussi imposé notre jeu et hausser le ton, parce que des fois face à des équipes faibles, on a du mal aussi à imposer notre jeu et hausser le ton. On a rarement su le faire dans la saison, donc je pense pas que ce soit ça. C'est surtout que c'était faible. Okay. Ce qui n'empêche pas qu'on fait un bon match. Oui, non, mais bien sûr. Mais il ne faut pas s'enflammer là-dessus non plus. Et justement, Toulouse pousse pour faire le break. Ngoumou enroule avec son pied gauche, ça tape le poteau. Et Ado est surpris par le rebond à la 34e minute. Vraie occasion du but ou surprise? Non, vraie occasion. Il doit faire beaucoup mieux. C'est pas la première fois puisqu'il loupe des ballons aussi faciles. Après, il est surpris. Mais il doit faire mieux. Pour moi, il doit faire mieux. Il est surpris et il fait le mauvais choix technique. Ouais, c'est-à-dire qu'il essaie de reprendre pied droit alors que pied gauche, à mon avis, oui. C'est ce que dit Robert. C'est pas la même. Il a manqué de spontanéité. Mais bon, il était. Ouais, non, si, c'est une vraie. Il doit la mettre. Quand tu es à 2 mètres de la ligne, quand le ballon te vient sur toi. Après, il est surpris par le rebond. Il est très près. Le ballon arrive vite. Donc voilà, c'est pas. C'est sur le moment dans l'instantanéité, il doit faire un meilleur choix, mais il a le mauvais réflexe. Tu
peux la mettre si le ballon t'arrive bien, tu vois, avec un rebond, tu t'en la jambe. Après, étant droitier, il a le réflexe du droitier, il essaie de mettre le pied droit, alors que là, effectivement, il doit être plus spontané et utiliser notre surface de contact. C'était à Dijon qui nous avait fait la même, si je dis pas de bêtises, non? Enfin, je sais que dans la saison, il nous en a fait une aussi, comme ça. Je sais plus où. Contre Niort, je crois. Niort, bon, bref. Bon, je sais pas, même en tout cas, il peut toucher avec notre surface, même un genou, on s'en fiche, tant que ça rentre. Voilà. Mais bon, en tout cas, on en restera là pour cette mi-temps archi dominée par le TEF. 1-0 après 45 minutes passionnantes. Votre avis sur la première mi-temps? Propre. Comment ne pas être satisfait? Ouais, non, elle est propre. Après, on concrétise pas nos occasions dans le jeu. Moi, c'est ça que j'aurais peut-être un peu regretté sur cette première mi-temps, et que tu peux rentrer à plus de 1-0. Mais après, la deuxième mi-temps nous donnera satisfaction. Donc bon. Spoiler. Exactement, puisque après la pause, le TEF fait enfin ce fameux break après une superbe action collective. On a Van den Boomen, Genro, Ngoumou et Dessler qui combinent tour à tour. Le Danois résiste au pressing et passe à Ratao qui conclut à la 54e minute. Quel festival. Ouais. Là, pour le coup, c'est un joli but. Ouais, on a une très belle action. Ouais. On n'est pas loin d'avoir la plus belle action du TEF sur la saison pour le moment. Collectivement. Collectivement. Ouais, il y a peut-être moyen. Ouais. Dans le mouvement collectif, il y a peut-être moyen, dans les courses, dans les appels, parce que même si le mouvement est beau entre ces 4 joueurs, il faut regarder les courses qu'il y a autour, etc., qui créent les espaces justement. Et oui, là, il y a vraiment quelque chose. Parce qu'avant que le ballon rentre dans les buts, il y a quand même 5 touches de balle qui se font rapidement, juste dans le bon timing. Non, c'est une belle action. En une touche à chaque fois. C'est magnifique. Il n'y a que Dessler qui la touche 2 fois, tout là la touche une fois, c'est un régal. C'était ce but-là. La dernière fois que j'avais vu un but aussi joli, c'était une victoire 1-0 UTPC à Saint-Etienne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une combinaison Ben Yedder, je crois que c'est Braithwaite. Enfin, c'est un truc très joli à une touche de balle et on conclut. Pour moi, c'est la dernière fois que j'ai vu un si bon mouvement. Ouais, et après, on avait commencé à avoir des mouvements un peu comme ça. Bon, ça n'aboutissait pas toujours, mais il y a des choses. Je suis d'accord avec toi, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'action, sauf que là, elle se concrétise, et donc ça fait du bien. Après, on a eu des faits de jeu comme ça. Même, ça veut dire que ça travaille, bien sûr que ça travaille. Après, il y a quand même un peu de naïveté de la défense valenciennoise qui se fait complètement happer au premier poteau, et Ratao doit jamais se retrouver tout seul. Puis il est vraiment tout seul. Après, ça va vite quand même. Oui, mais enfin, au niveau du placement, c'est pas la première fois que la défense valenciennoise sur ce match est à la rue. Elle est à la rue sur les 2 buts de Rouault. Enfin, il y a beaucoup de naïveté côté Valenciennes quand même. Mais tu leur vois, ils sont tous portés vers le ballon. Il n'y en a pas un qui prend l'info aux alentours, etc. C'est tendre. C'est très tendre. De bas de tableau. Oui, non, bien sûr. Et Ratao encore, qui est encore là. Qui fait encore un bon match. On va pas se mentir, j'ai encore des choses à lui reprocher, mais il fait un bon match l'ensemble. Et il marque. Il sait qu'il est efficace quand même. Ça doit être son 9e ou 10e but, je crois, de la saison. Je n'ai pas la stat. Mais j'aimerais bien savoir le ratio. Son ratio de tir cadré surtout. Ça je trouve qu'il cadre énormément. C'est un joueur qui cadre beaucoup, et c'est pour ça qu'il est en réussite, parce que je trouve qu'il cadre énormément par rapport aux autres. Après, c'est un ressenti. Et puis il est souvent bien placé, il sait se placer. Quand il arrive dans la surface, c'est rare que s'il touche le ballon, ça finisse pas par un tir cadré. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Après, il sortait de prestations. Voilà. Donc là, ça fait 2 matchs où. Ça fait 2 matchs où il est bien. Il est bien, ouais. Mais je pense qu'il y a eu un petit recadrage de. Non, alors il commence à s'adapter, voilà. C'est un joueur qui arrive aussi. Quand je dis recadrage, c'est plus tactique, c'est pas que le bâton. Mais... Oui. Peut-être qu'il intègre le système de jeu aussi un peu plus, enfin, les méthodes, voilà. Ouais, ça fait plaisir en tout cas. Ça fait sur la fin de saison, ça va, voilà, si c'est bien. Bon, on reprend, on se dit qu'à ce moment-là, le plus dur est fait, mais VA réagit très vite, puisque 2 minutes plus tard, c'est Hugo Bonnet, l'ancien Ruténois, qui vient placer sa tête pour redonner de l'espoir aux locaux. Une petite réaction peut-être. On se dit que Spearing, c'est peut-être. Je crois que c'est Rouault, non, qui se fait manger. Non, c'est Spearing justement. Ouais. C'est Spearing qui se fait manger, ouais. Parce que ça remet en cause son match, je pense pas, mais. Non, c'est une action, on se fait un peu bousculer, on concède un coup de pied arrêté, et sur le coup de pied arrêté, on est un poil statique. Dans le même temps, après, il est relativement bien tiré, et Hugo Bonnet
met l'intensité qu'il faut, alors que nous, on est peut-être un peu encore sur l'euphorie du deuxième but et pas vraiment super attentif sur le coup. Le corner est joué assez vite, donc je pense qu'il y a un peu d'inattention, un peu de relâchement à ce moment-là, et ça, c'est les petites choses qu'il faut absolument gommer, surtout sur des matchs comme ça qu'on avait complètement en main, mais après, dans le même temps, il y a ce petit moment de flottement et on reprend immédiatement, on remet la main sur le match immédiatement, donc il n'y a pas vraiment grand-chose. Les adversaires ont parfois le droit aussi de réussir des choses, et là, c'est bien joué, bien réussi. Voilà. Et puis c'est un corner. C'est con, mais je préfère prendre un but sur corner parce que ça peut se travailler que sur un but dans le jeu où tu as vraiment... je sais pas, un pressing qui est loupé, une erreur individuelle. Ouais. Bon là, voilà, de toute façon, c'est un fait de jeu. Dans le même temps, au vu du match, tu vois pas à quel autre moment ils auraient pu réussir quelque chose, quoi. Ouais, mais ça peut... Ouais. Mais ça aurait pu tout aussi bien les relancer complètement. Hein. Parce que quand tu es à la maison, que tu réduis le score, bon, tu peux... Oui, sur un élément de folie. Mais sur après, 5 minutes, c'est vrai qu'on n'a pas senti... on n'a pas senti qu'on pouvait perdre ce match. Ou même, enfin, le petit sursaut qu'il y a eu de Valenciennes après le but, il est vraiment on va dire, de la possession de balle et pas vraiment dans le jeu. Ils ont eu un peu plus le ballon, mais ils ne sont pas plus effrayés comme tu dis, Fred. Il n'y a pas eu plus que ça, quoi. Oui, en soi, c'est même peut-être le seul petit flop qu'on peut sortir de ce match, c'est le fait de ne pas repartir avec un clean sheet. Parce que bon, après là, on est très, c'est de l'enfilage de perles. Là. De quoi, pardon ? C'est de l'enfilage de perles. Qui est poli. Bah non, mais c'est vrai. Oui, c'est là, on est très, très oui. demandeur là, donc ça reste un petit détail. Le match est alors relancé, mais le TEF reste dominateur. Ngoumou retape le poteau à la 75e minute. Match frustrant pour lui parce qu'il n'a pas été récompensé. C'est dommage. Il aurait mérité pourtant. Ça viendra. Il fait les questions et les réponses, il est mignon. non, mais je développe. Pour tuer le match, on reprend les mêmes et on recommence. Van den Boomen sert encore parfaitement le Pichunuro qui vient conclure sur un copier-coller du premier but, comme l'a dit Yves tout à l'heure. Voilà, toujours les mêmes. On prend les mêmes, on recommence. Hein. Exactement. J'ai des petites stats si vous voulez. Allez. C'est le premier doublé pour Anthony Rouault. C'est son deuxième et troisième but pour cette saison. Et Van den Boomen est à 16 passes décisives officielles, 17 si on compte celle de Sochaux non accordée. Quelle saison. Et si je ne me trompe pas, il a aussi effacé un record de Beto Marsico. Bien. Et le record des passes d'ess, c'est Zenit Tarat, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est 20 sur une saison. Non, c'est 20 sur une saison. Non. Ah non, TJ Savanier, c'est en franc, non ? Ouais, c'est coup de pied arrêté, je crois. Ouais, les moyens. Mais je pense qu'il va les taper, les 20 passes, dans la saison. Parti comme il est, avec le matos qu'il a devant, il a même explosé le bordel. Étonnant qu'il n'y arrive pas. Surtout si en plus son fan club revient de temps en temps. Oui, on a vu que son père a fait le déplacement, c'est ça ? Alors, son père, et puis son père avec 30 potes à lui, d'où les drapeaux hollandais dans la tribune. Grosse délégation batave pour venir soutenir le TEF. C'est sa maison ici, il a dit. C'était quoi ? Il a dit, fait bon, la fin du match, fait bon, ici c'est ma maison. J'étais à la maison. Bon, c'est vrai qu'ils sont voisins, c'est pas... Oui, c'est vrai que c'est pas très loin, mais... C'est pas loin. A priori, de sources sûres, ils sont d'Eindhoven et effectivement, il y a 2h30 de route, quoi. Ouais. C'est plus vous mettez à Valenciennes qu'à Toulouse, quoi. C'est plus court. C'est sûr que pour eux, Dunkerque, Valenciennes, c'est plus simple que de descendre à Toulouse. Et puis c'est droit, quoi. Les routes sont droites. Ouais. C'est vrai qu'on a vu ça sur les réseaux avec Roux aussi qui était avec lui sur les photos, mais c'est vrai que c'était drôle, n'empêche que son père ait fait le parquage avec les Toulousains. Peut-être pour ça qu'il nous a mis encore de belles passes d'ess. Il était motivé, ça c'est sûr. Mais je crois que c'est le père d'Ili aussi, non, qui a fait un match au stadium. C'est possible. En virage tâton, je crois. C'est possible, je sais pas. Non, oui, il me semble qu'il y a eu une histoire comme ça après. Voilà, ça a été sorti. Alors je sais pas s'ils l'ont fait ou pas, mais je sais qu'il a déclaré dans une interview que de toute façon, si sa famille venait, ils iraient en virage parce que c'est la manière anglaise de vivre le football, en fait. Il n'y a pas pour eux les tribunes, les tribunes présidentielles, les loges. C'est très peu pour eux. Surtout quand tu es issu d'un milieu populaire. Un parent de famille, il y avait Oxens qui me disait qu'apparemment depuis 6 mois, il y a le cousin Megraoui qui joue en pointe au TFC. Alors, on met une couche. On l'embrasse. Oxens ou son cousin ? Les deux, allez. C'est gratuit. Connaissant Vincent, il va embrasser sa mère.
j'espère qu'elle regarde pas. C'est cadeau, mon gars. C'est pour une fois que c'est pas moi. Bon, Allez, on va prochaine. reprendre sur le sportif puisque Valenciennes ne s'en relèvera pas. Le TEF accentue son avance en tête et c'est de bon augure avant un mois de février décisif. Décisif, carrément. Ouais. Ah ouais. Ouais, pas encore. C'est quoi le calendrier de février? Je crois que c'est tout le top 6. Non, c'est pas en avril qu'on se fait le top 6. Je crois que c'est avril, mars, février, mars. Enfin, en tout cas, il y a une période où. Mars, c'est dur, je me rappelle. Mais... Là, par exemple, la semaine prochaine, Le Havre, c'est top 6 maintenant. Donc, Bon, après, un top 6, ça peut évoluer. ça reste serré, ouais. C'est pas faux. C'est pas Top faux. 6 C'est pas d'aujourd'hui, faux. ça va peut-être pas- Le Havre, Ouais, mais- ensuite on va à Grenoble, ensuite eh ben, je l'ai pas. Ah oui, on reçoit Dunkerque. Grenoble, Dunkerque, c'est pas top 6, Auxence. Allez, on va dire que c'est. On va à Caen et après on est en mars. Et on est en mars et on reçoit Amiens. C'est pas top 6 Alors, toujours. j'ai Tu des- confonds avec avril, je pense. Ouais, avril, mars. Alors bon, je vais Ou reformuler alors ce que c'est j'ai le dit. calendrier de l'année dernière. Non. On va reformuler ce que j'ai dit. On va dire que c'est un match important pour pas perdre de points stupidement. Ouais. Voilà. On va dire que c'est décisif dans ce sens. Moi, je pense Ouais, que on en disait gros, ça quand je crois quand on a joué Pau là récemment, quand on a joué Rodez. Non, mais je vous spoil, hein, tous les matchs sont décisifs vu l'écart qui est en tête, point barre. C'est vrai. on a fait un petit écart avec le 3D. Petit. De 4 points. C'est toujours ça de prix. Ce match-là. Ouais, c'est... Après, Plus la là. différence de but qui est très très positive. Ouais, Ouais, alors c'est ça, ça, surtout. on explose tout le monde sur ça et ça c'est bien, c'est très positif. Et c'est tout le monde heureux parce qu'on a quand même on voit beaucoup de Après, en buts. effet, si tu bats le Havre, je crois qu'il y a Sochaux qui rencontre. Non, il y a une confrontation. Oui, là, ça se croisait bientôt les équipes derrière. direct, là. Je crois que. Auxence, Vincent, le temps qu'on cherche, est-ce que Vincent, tu avais des réactions? Oui, j'ai deux réactions. J'ai celle sur le Facebook Live, donc j'ai Anaïs. Pour elle, c'était vraiment un bon match. Van Boomen et Roux en mode patron. Le duo Dessler, Ngoumou continue de faire des étincelles. 20 minutes de flottement après la réduction du score, tout de même. Pour Bastien, on maîtrise le match. Après, on a un trou qui n'est pas plus inquiétant que ça. Je pense qu'on fait un bon match sans être un match référence face à une équipe valenciennoise moyenne. C'est Yves qui a mis un commentaire? Alors, apparemment, son pseudo est Bastien Forestier sur Facebook. Sochaux Ajaccio prochain match et PFC Ajaccio ensuite. T'es supporter socialien en fait? Non. Jamais. Non mais messieurs, un TFC qui maîtrise et qui fait plaisir à Valenciennes. Après voilà, de ne pas s'emballer non plus, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'était pas non plus fifou en face. Ça fait quand même plaisir de voir du jeu, de voir des buts. Encore une fois, on en met encore 3, j'ai envie de dire encore. C'est quand même, c'est tarif quand même chaque week-end. Hein. Bah, c'est quand même cool. Ah oui. C'est l'avantage, c'est que si tu es capable de mettre 3 buts à chaque match, pour aller perdre des matchs, il va falloir des Geoffrey Cuffo en mode internationaux tous les Sorte de week-ends, et 90 ça va minutes. pas arriver souvent. Donc voilà, d'ailleurs là, il avait oublié de venir. Il est passé un peu au travers, ouais. Ouais, il avait oublié de venir. Ouais. Ouais. On lui a plus réussi. C'est pas plus mal. Oui, c'est pas plus mal, c'est clair. Non, parce qu'on sortait quand même d'une élimination contre Versailles. Bon, même si on disait, bon, c'est la coupe, c'est pas grave, machin. Mais quand même, ça marque quand même, quoi. Parce que je trouve qu'on n'avait pas été bon. Mais parce que l'équipe alignée était Pas été une bon équipe sur l'ensemble pas du Tour forcément de titulaire France, non même en plus. général. Et non, là, ça fait 2 matchs. Oui, non, là, ça nous relance bien, quoi. Ouais. Va falloir qu'il s'arrête de gagner, Montagnier. Est-ce qu'il va falloir le dire au bout d'un moment? Et puis le match Quand même. le match contre Versailles, il faut pas oublier, on était un peu dans le mal dans le championnat, donc Oui, voilà. je pense que tout le monde était au courant que c'était pas le match le plus important. Puis quand tu vois la compo. Et je suis pas loin de penser que c'était le bon moment pour sortir personnellement. Oui, Ouais, quand parce même. que ça nous laisse les 3 derniers mois libres. Enfin, libres. Ça nous laisse les 3 C'est derniers ça. mois se consacrer au championnat, quoi. Puis on a passé C'est 5e tour, on a eu les exactement maillots ça. Lidl, Intermarché, pardon. C'est bon. Non, et puis l'objectif et la nécessité, je vais être un peu fort dans le terme, mais pour moi, vital pour le club, c'est absolument de remonter cette saison. Je pense pas qu'une 3e saison de Ligue 2 soit souhaitable et possible dans les prédictions du club. Il fallait remonter sur 2 ans. Donc cette année, il faut remonter. Et puis la coupe, oui, on peut se dire c'est dommage au vu de ce qu'il y avait derrière, etc. Mais dans le même temps, de plus la jouer, Oui, parce que c'est pas forcément ce qu'il peut y dangereux. avoir derrière, ça peut être Monaco chez eux. Donc, Oui, c'est ça. après, bon, après l'année dernière, c'est à ce moment-là que 3 a commencé à faire l'écart. Hein. C'est à peu près à ce moment-là. Hein, où oui, et l'année dernière, au ils ont même eu un moment, gros 3, ils ont 3 fois plus de défaites que nous aussi à cette période. c'est à cette période où ils ont commencé à enclencher. Et moi, je pense que si on y arrive là,
Donc assurer la montée rapidement, non. Mais moi je rejoins Yves, là. Il faudrait qu'à 4-5 journées de la fin, on soit assuré de monter, quoi. Oui, là il faut ça, tu plier prépares les la choses. saison, la saison suivante. C'est ça, il faut plier les choses rapidement pour avoir des certitudes le plus tôt possible et pouvoir effectivement commencer un mercato qui va devoir être très très agité parce que pour monter en Ligue 1, on sait que l'effectif devrait être énormément remanié parce que tu as des joueurs qui vont partir, c'est quasiment sûr, et que il y en a beaucoup. Enfin, j'espère que tout le monde en est conscient. Niveau Ligue 2, ça. Et justement. Bien, mais pour assurer la transition avec la Ligue 1, ce sera compliqué. On s'est posé la question l'année dernière, à l'instant T. Qui on prenait pour jouer en Ligue 1? Toi, tu prendrais qui là, demain? Voilà, tu dois les mettre dans un club de Ligue 1 titulaire. Tu gardes qui réellement Je garde qui du 11 type? Ouais, qui pour toi a vraiment le niveau Ligue 1, mais assurément. Ouais, Dupé, c'est un gardien pour moi de milieu de Ligue 1, donc ça reste. Ok. Derrière, Diakité, oui. Rouault a confirmé parce qu'il a déjà eu tendance à faire des matchs exceptionnels et à disparaître derrière. Donc moi, je veux des certitudes. Vraiment, le mec que tu t'alignes, point barre. Là, à l'instant T, Dupé, Diakité, Rouault, Van den Boomen, il n'y a pas trop de problème, je pense, dessus. Dessler, quand même. Dessler. Ouais, Dessler, ça peut le faire. Spearings, ouais, c'est du milieu de Ligue 1 sans problème. Il y a pas mal de clubs chez qui ça ferait du bien. Et devant, non, De Jagereux, je pense pas. Au vu de sa saison cette année, pour le moment, non. Au vu de sa saison cette année, non. Van den Boomen, oui. Devant. Ado, il est Ratao. Il peut bricoler, à mon avis, même en Ligue 1. Oneiwu, ça va avoir besoin d'un temps d'adaptation à mon avis, c'est un peu léger. Et Ratao sur du sub, oui, sur du titulaire sûr. Non, donc voilà. Oui. Mais Ngoumou, moi je le compte pas parce que pour moi Ngoumou il part. Ouais, il est bankable. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il a un bon de sortie, si je dis pas de bêtises. C'est Rouault qui a un bon de sortie surtout. Ah, c'est Rouault. C'est surtout Rouault, il aurait eu une grosse off cet hiver, ça partait déjà, donc à mon avis, ça va partir. Mais si on monte, ça partira peut-être pas. Ouais, c'est pour ça qu'il faut absolument monter. Peut-être aussi, mais c'est marrant parce que tu en as cité quand même pas mal. C'est ta seule certitude pour pouvoir monter. Oui, mais enfin, tu as 5-6 profils quand même à recruter. Ah oui, non, bien sûr. Sachant que là, on parle que j'ai dû garder 6 à 7 titulaires peut-être. Oui. Ouais. Mais derrière, je garde personne. Donc ça veut dire qu'il faut reconstruire un banc. Il te faut donc Nicolas Hyssen, tu gardes pas? T'as une quinzaine de mecs à prendre. Nicolas Hyssen pour de la rotation, ouais. Quand même, ça fait le taf. Il va falloir du un peu plus lourd quand même. Oui, ça plus fait lourd, le taf, mais tu peux le garder sur le banc. Ça fait le taf, mais il y a quand même des trous d'air qui pardonnent pas en troisième mec. Ah oui. Dans ta rotation. Voilà, mais là tu me demandais qui je gardais sûr. Oui, non, mais c'est vrai. Donc sur du sûr, voilà, j'en suis à 6-7 mecs maximum. Et tout le reste, il faut reconstruire avec du jeune prometteur, du vieux briscard capable d'encadrer tout ça. Voilà, parce que on le sait tous, on le voit. La marche est haute entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Il y a quelques clubs qui font une très bonne saison sur la lancée de la montée, mais bien souvent c'est difficile. Et cette année, c'est relativement compliqué quand même, sachant qu'il y a quand même 2 historiques de Ligue 1 qui font des gros efforts pour aider les autres. Donc ça, c'est juste un truc. Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une grosse donne aussi à pas oublier, c'est que l'année prochaine, il y a 4 descentes. Oui. Et oui, on repasse à 18, ouais. Et c'est vrai que c'est l'année où il faut monter parce que ça va être trop compliqué pour monter après, mais ça sera l'année prochaine où il va falloir être très sérieux et très solide parce qu'il ne faudra pas retourner aussi rapidement. Dans ce que vous dites là, moi je pense que les titulaires d'aujourd'hui seront les remplaçants en Ligue 1, quoi. Ça sera plus des. Ils seront loin d'être titulaires, ça c'est sûr. Ah, tu ne peux pas non plus en recruter 11 nouveaux titulaires. Il veut parler de 15, quoi, mais je pense que. Objectivement, si tu veux tenir la route et te maintenir, si tu veux pas faire le yo, je pense qu'on sera. Moi, je pense qu'il y a besoin de 10-15 recrues, ouais, franchement. Hein. Tu regardes Clermont là en ce moment, 3.
c'est plus près de la descente en Ligue 2 que du maintien, quoi. Ah, bah ça, oui, c'est sûr. Après, il y a Bordeaux. Il y a Saint-Etienne aussi. Oui, attends, il y a Dieu là-bas, il y a d'autres, il y a coach. Donc voilà, il y a ça qui peut aider parce que Bordeaux et Saint-Etienne sont des clubs qui travaillent d'une façon catastrophique depuis des années, pour des raisons différentes. Mais pour certains, où ça pourrait être extrêmement catastrophique. Hein. Enfin, Bordeaux, si ça descend, vu le profil de leur repreneur l'année dernière, moi je serais bordelais aujourd'hui, j'aurais peur. Mais bon, après, leurs ultras ont été à fond. Florian Brunet nous a fait des magnifiques interviews qui continuent. Je pleurerai pas pour eux. Après ça, voilà, non, on sait que c'est compliqué. Oui, une dizaine de recrues pour pouvoir être sûr de se stabiliser en Ligue 1. Pour moi, ça me semble un minimum. Quoi. Après, on a de quoi bricoler, de quoi travailler, mais regarde, on a plein de jeunes sur lesquels on espérait compter, les Mamadi Bangré, etc., qui ont déjà du mal à s'intégrer, à s'affirmer sur de la Ligue 2, donc je vois pas comment en Ligue 1 l'année prochaine, à moins on n'est pas à l'abri, un sursaut, une prise de conscience phénoménale sur la fin de saison et l'intersaison qui leur permet de passer le cap, ou sur la dynamique, ou sur la saison sur la dynamique, mais ça joue 6 mois. Hein. Mais c'est ça, ça va être. Regarde Clermont qui fait un bon début de saison, qui fait 3 bons mois et qui là est en train de caler complet. De caler, ça commence à être compliqué et ça commence à aller vers le bas, puisque vers le haut. Puis tu vois les équipes qui sont montées récemment, quand tu vois les effectifs qu'ils proposent, quand tu vois Lens qui est monté récemment, mais c'est tout rien en général. C'est solide quand même, Lens. Il y a des super joueurs et nous on n'a aucun joueur de ce niveau-là, quoi. Enfin, après ils ont recruté pas mal aussi, donc ça s'est construit sur quelques années. Donc c'est pour ça, quoi. Il faudra. C'est ça. À voir, messieurs, écoutez, top flop et après on enchaîne. On fera peut-être pas la pause musicale parce qu'on va pas forcément avoir le temps. On va appeler directement Gilles pour la preview face au Havre. T'es top, Auxence? Top, j'en ai mis 3. Bon, 2 faciles, Van Den Boomen, Rouault. J'ai aussi mis Ratao, qui continue sur sa bonne lancée de match de bonne facture. Donc, vous êtes d'accord, messieurs? Oui, il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Non. Moi, toujours Dessler, qui reste moi. Ouais. Je vous dis top à vie. C'est vrai qu'il déçoit rarement. Il déçoit jamais. Oui, jamais dire jamais. Flop. Et en flop, j'ai mis Ado. Alors je m'explique, non pas à cause de son raté en première période, mais c'est surtout que pour le moment, je trouve que c'est pas suffisant pour concurrencer Il est en 9. C'est 2 profils totalement différents. Il est vraiment le 9 renard des surfaces finisseur, alors qu'Ado c'est plutôt un 9 créateur d'espace, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va aimanter le ballon. Par contre, si tu regardes, à chaque fois il a des déplacements et des appels qui font que ça ouvre les espaces pour les mecs qui rentrent sur les côtés. Donc c'est 2 profils totalement différents et tu peux pas attendre la même chose des deux. Le seul vrai reproche qu'on peut faire à Ado sur ce match-là, c'est son loupé seul face au but sur le poteau d'Ngoumou, mais encore, comme on le disait tout à l'heure, il est pas loin, le ballon revient vite, et puis à mon avis, comme beaucoup, le ballon était vu au fond parce que le rebond sur cette frappe est quand même super bizarre. Les poteaux n'étaient pas carrés, mais on aurait presque. Un peu limé, tu sais. C'est ça. T'as vraiment l'impression que le poteau est carré. Mais après, c'est clair qu'il va y avoir match entre eux deux. Surtout que là, les 2 derniers matchs, il est au centre de l'attaque et ça marche. Moi, je pense qu'il je pense que contre le Havre, je pense qu'il va le laisser titulaire, non? Non, Ado va retourner à gauche et Rato va retourner sur le banc. Après, Montagnier l'a dit, moi je l'ai déjà dit dans cette émission et je suis content que le coach l'ait dit. Ado, sur les phases offensives, repique beaucoup dans l'axe. On n'attaque pas forcément tout le temps en 4-3-3. Il y a beaucoup de phases de jeu où on est en 4-4-2. Parce que justement, il se sert d'Ado pour ouvrir les espaces et Ili qui est en mode charognard. Il reste sur une période difficile. Mais il va avoir la dalle là. Qui n'a pas joué depuis 2 matchs, mais question de rythme et tout ça. Rien que pour la célébration avec le pouce dans le bouche, il va avoir marqué. Moi, j'aurais laissé Ado. Ouais, et puis Ili, ce qu'il ne faut pas oublier sur ce coup-là, c'est que au niveau mental et confiance en lui,
Il vient d'être papa, donc peut-être qu'il y avait un petit souci sur la fin de grossesse, qu'il travaillait en dehors et que c'est normal. Là, sur le soulagement, on peut le retrouver plein pot. Après, en bon anglais, est-ce qu'il n'a pas trop fêté la naissance et qu'il faut le laisser un match de plus pour récupérer? Ça, c'est possible. On verra bien, mais que ce soit l'un ou l'autre qui garde la place, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a rien qui serait scandaleux. Pour finir, Auxence. Ah non, vite fait, je voulais revenir sur la compo que vous pensez du... on verra plus tard. On verra plus tard. On va enchaîner, messieurs, et on va recevoir Gilles du 100% Havre. Bonjour Gilles, comment ça va? Salut les amis, comment va? Ben ça va, merci d'être de retour avec nous parce que tu as déjà participé lors du match aller. Donc un grand merci à toi d'être de retour avec nous. Avec plaisir, comme à chaque fois. Mais écoute, on va parler rapidement, parce que je pense que vous n'avez peut-être pas trop apprécié, mais défaite hier soir pour vous contre Bastia, que vous meniez 2-0. Qu'est-ce qui s'est passé? Rupture de l'image et du son, nous aussi on n'a pas encore compris, comme Paul Le Guen, on est un peu... On est même plus en colère à ce niveau-là, on est dans l'incompréhension généralisée, on comprend pas, on est 6e. Le problème qu'on nous disait, c'était l'attaque. On marque 2 buts en 20 minutes face au 18e. C'est plutôt bien engagé. Et puis là, le gros problème. Ouais, parce qu'il y a vraiment eu, pas une chute de tension, mais c'est bizarre. Là, il y a un arbre qui est tombé sur la ligne à haute tension. Là, c'était coupure complète sans générateur de secours. Et ce qui est terrible, c'est que au fur et à mesure, on s'est dit, en fait, c'était la masterclass de ce qu'on subit, malheureusement, trop souvent, c'est-à-dire l'incapacité à tenir un résultat, sauf que là, c'est encore une fois une occasion perdue de se rapprocher des bonnes places. Oui, parce que vous êtes à 4 points des premiers barragistes, du premier barragiste. Oui, mais on n'a pas gagné depuis janvier. Donc on est à 4 points en ne gagnant pas depuis janvier, c'est dire le nombre de points qu'on a perdu en route et qu'on aurait pu faire. Et surtout, ce qui était le plus difficile, c'est qu'on a eu notre grosse série entre fin décembre et début janvier, où on a vraiment enchaîné 4 des 5 gros. Le 5e, c'est vous qui manquez, pour qu'on puisse avoir tout. Et on s'est dit, voilà, on a passé les gros, on n'est pas trop loin, donc c'est-à-dire que normalement, on va pouvoir réaccélérer. Et en fait, là, on patine dans la semoule et on n'a pas de points. Et forcément, quand tu loupes les occasions aussi de raccrocher le bon wagon, à un moment, le train, tu vas le voir partir et on a très peur de le voir partir de la semaine prochaine. Bon, déjà, est-ce que tu n'as pas l'impression que sur ce match-là, ce serait pas un petit excès de confiance ou à 2-0 face à Bastia qui est en grosse difficulté, ils ont vu le match plier et peut-être une volonté de s'économiser en vue des prochains matchs qui a fait que tu baisses un peu le pied et Bastia réussit à revenir et à ce moment-là, t'arrives pas à trouver le ressort pour te remettre dans le sens du match. Je pense qu'ils se sont peut-être vus enfin se dire tiens, ça y est, on en a mis 2, maintenant c'est parti, en face c'est le 18e, on va se faire plaisir, on va même peut-être pouvoir continuer à faire ça. Et en interview, Paul Le Guen a dit, à 2-0, on a fait exactement tout ce qu'il fallait pas faire. On a joué totalement contre nature et on leur a laissé la possibilité de revenir. Alors, le premier but de Bastia, c'est une frappe, si vous ne l'avez pas vu, allez le revoir, un but de Vincent, une belle frappe pure, magnifique, petit filet opposé. Et à ce moment-là, c'est le doute qui revient. Et après, il y a tout qui part en sucette. Et vu que tu as beaucoup de jeunes dans cette équipe et pas assez d'anciens, et peut-être que c'est là que tu as le problème de pas avoir les vieux qui sont capables de dire aux gamins à côté, maintenant tu te calmes, tu joues calmement et tu te crois pas au tournoi de U17 ou en bas dans ton quartier. Là, on joue sérieux. Et il y a peut-être eu ça qui a manqué, ça a manqué d'expérience. Et quand les vieux sont rentrés, c'était déjà trop tard. Je te rassure, Niort est en train de perdre 1-0 face à Grenoble. Donc il ne vous passe pas devant pour le moment. Vous restez à 4 points. On va se reconcentrer sur le match de lundi. Déjà, la petite info, c'est qu'il devait y avoir l'inauguration du virage Christophe Rovo, mais qui a été repoussé, si je ne dis pas de bêtises, à la demande de la famille de Rovo contre le match contre le PFC, c'est ça?
Ouais, Alors ça là, ne dit rien. je J'ai sais vu pas. passer ça. En tout cas, ce sera pas ce lundi-là, ça sera une autre fois. Et normalement, ça devrait être face au PFC, l'inauguration. Depuis le match aller, Gilles, entre nos deux clubs, qu'est-ce qui a changé au Havre? Ça a plutôt bien carburé, peut-être mieux que ce qu'on espérait pendant un moment. Puis comme à chaque fois, le trou d'air est arrivé un peu plus tard que d'habitude, mais il est là. Et à mesure que Toulouse, avec Paris, ça continue à carburer très fort, nous, on a juste calé en RAF Campagne. On était sur une série à la maison qui continue sur la saison précédente, c'est-à-dire catastrophique, vraiment pas assez de points. Et à un moment, quand tu gagnes pas à la maison et que tu es en première partie du tableau, tu stagnes, voire tu vas régresser. Donc je pense que c'est là où il y a quelque chose, c'est une instabilité au niveau de l'attaque qui a faune. On a perdu Jamal Tiaré peu de temps d'ailleurs après Toulouse lors du derby contre Caen, et il revient tout doucement et son absence a fait beaucoup de mal. Et on a vraiment un secteur offensif qui est aussi faible que le secteur défensif a été fort jusqu'à hier soir. Ouais, pour revenir à ce que tu disais, Camille, sur le virage Revaux, tu avais raison. C'est une décision en accord avec la famille et Toulouse Métropole en raison des incertitudes avec la jauge. Donc l'inauguration aura lieu pour la réception du Paris FC, c'est ça. Ok, merci Auxence. Au mercato, ça a été comment au Havre? Chez nous, ça a été très calme. Est-ce que chez vous, ça a été calme aussi, ou alors il y a eu quelques recrues intéressantes? Ça a été très calme dans le sens où la seule recrue vraiment notable, c'est Mathis Abline, un jeune attaquant de 18 ans du Stade Rennais qui a marqué son premier but hier soir. Et en fait, sa venue, on l'a appris en interview après. Au début, on nous a vendu, c'est un renfort. On avait besoin d'un attaquant supplémentaire. On a ce jeune-là qui est disponible. C'est un renfort, on le prend. Et ensuite, est arrivé que notre avançant titulaire, Alik Boutaïb, il est parti à Paris. Et on a appris par la suite que Boutaïb, il avait demandé à partir très vite parce qu'il avait une grosse opportunité à Paris, contrat de 18 mois avec revalorisation salariale. Et du coup, ça change l'optique parce qu'au début, on était parti pour se renforcer. Et au final, ce jeune de 18 ans vient juste remplacer ton avant-centre titulaire que tu vends à un concurrent direct. Donc, à mesure en plus que tu t'es pas forcément renforcé, tu as renforcé la concurrence directe. Et ça, par contre, ça a eu un peu de mal à passer. Mais c'est plus dans l'optique gain à court terme pour un joueur de 35 ans qu'on propose un demi-million d'euros à 6 mois de la fin du contrat. Oui. En ce moment, les temps sont durs, mon bon monsieur, donc il faut prendre l'argent là où il est. Et ça fait des décennies quand même que le Havre renforce un peu tout le monde, hein, puisqu'ils sortent quand même des joueurs très 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 intéressants. Ouais. Et voilà, donc c'est un club qui est représenté dans beaucoup de clubs, et donc pas seulement en France. Hein, c'est aussi une grosse formation. C'est une des plus anciennes et des plus grosses formations françaises. Quoi. Je veux dire, ça, il faut pas le galvauder. Quoi. Après, moi, je pense que c'est une équipe cette année qui... alors, je ne sais pas s'il va me contredire, hein, mais je pense qu'on ne l'attendait pas là. Je pense que 6e, je pense qu'ils sont au maxi. Donc, moi, ça me semble encore fragile. Quoi. C'est une saison dans le jeu, dans les résultats. Il n'y a pas du tout de... Donc 6e, ils vont peut-être accrocher des barrages. Ils vont peut-être accrocher des barrages, mais je ne pense pas que ça aille un petit peu plus haut que ça. Quoi. Gilles, tu es d'accord avec notre supporter Fred? Oui, non, mais c'est certain que de toute façon, en début de saison, l'objectif, c'était de faire... pour moi, l'objectif, la jauge que je mettais, c'était justement entre 6 et 10. Et ce qui pose en fait ce problème dans la lecture qu'on a du résultat maintenant, c'est que tu as peut-être surperformé et tu as vraiment obtenu le maximum de ce que tu pouvais de tes buts et de tes situations au début. Tu as vraiment gagné des fois des matchs à l'arraché, sur un pénal, sur un coup franc, à la con, sur un CSC, et tu t'es retrouvé à un moment dans les 5 premiers 8e, que tu avais toujours été 8e,
On n'aurait peut-être pas la même lecture de ce qu'on a maintenant, sauf que là, on dit, vu que tu as été en haut et que tu as peut-être justement été en surchauffe au départ, et que tu vas redescendre, et tu as encore la sinistrose qui arrive, et que si on avait été 8e en permanence, peut-être... Ah, on a perdu Gilles. Ça, je sais pas, c'est un coup de qui c'est encore, mais... La puissance du port du Havre. Exactement. Ouais. On va rappeler Gilles, parce qu'il nous reste encore une dernière petite question et faire le prono avec lui. Messieurs, vous le sentez comment, le match de lundi, là? On va jamais fanfaronner, mais bon, oui, on est largement en capacité de dominer le Havre et de marquer des buts. Ouais. Ça, c'est, même si à l'extérieur, il semble un petit peu plus solide. Oui. Alors peut-être que ça vient du fait qu'ils sont moins obligés de faire le jeu. Donc est-ce qu'il va y avoir une défense qu'il va falloir transpercer? Ou est-ce que... Voilà, moi je pense que ça va être un peu le même topo que contre Valenciennes. Si on marque de suite, après ça va dérouler, quoi. Gilles, on est de retour avec toi? Bon. Désolé pour la petite coupure. Il n'y a pas de mal. On était en train de dire que là avait été assez performant à l'extérieur. Ils avaient perdu qu'une seule fois et on se demandait comment on voyait le match lundi. Donc Fred nous a donné un peu son avis. Toi, comment tu vois le match de lundi soir là pour finir rapidement? Ça va être un beau match qui va se finir par une victoire du TEF, je pense, sur un match à 3-2. Tu vois, quelque chose comme ça où ça va envoyer parce que c'est une grosse équipe en face, donc on va se réveiller. Mais bon, peut-être pas suffisamment pour aller chercher quelque chose. Il y a quand même un peu de matériel chez les Violets, donc je pense que on va peut-être voir nos limites. Et oui, ça va faire... peut-être qu'on va se sublimer, qu'on va arracher un 2-2 comme on a fait face à Paris, alors qu'on aurait pu perdre 5-0 à la mi-temps. Donc c'est pour ça que je pense qu'une victoire du TEF 3-2 serait... pour moi, réaliste en fonction des forces, et puis ça calmerait définitivement les ambitions de notre niveau, et ce serait peut-être pas si mal que ça. Yves, tu le vois comment le match de lundi? Écoute, moi je fais confiance à notre cher invité. J'ai l'impression que si on réussit à marquer les premiers, on devrait réussir à les faire douter, ça devrait bien se passer. Après, ce qui est un peu inquiétant avec le TEF, c'est que justement, si on n'arrive pas à débloquer la situation rapidement, c'est nous qui risquons d'un peu peut-être commencer à s'inquiéter, paniquer et se mettre un peu en danger tout seul. On a tendance à le faire assez facilement de temps en temps, donc a priori il va falloir mettre tous les ingrédients pour prendre le match par le bon bout, et c'est à ce moment-là où je me dis que il est, avec sa capacité à transpercer sur des premières occasions, sur des premiers ballons, ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'avoir la bonne idée de mettre la première au fond d'entrée, parce que au vu de ce qui nous a été dit, j'ai l'impression que si tu marques de suite, après il faut continuer à appuyer pour faire mal, mais qu'en face ça va manquer un peu de ressources mentales et psychologiques pour s'en relever. Donc voilà, il va falloir rentrer dans le match pied au plancher, ce qu'on a bien su faire à Valenciennes, mais qu'on a tendance parfois à oublier. Ouais, moi je pense que ça va être compliqué de faire le fameux tarif maison. Si on arrive à mettre 3 buts, ça va être, je vais pas dire un miracle, mais ça va être très compliqué. Et sinon, comme l'a dit Yves, je pense que la première équipe qui va marquer va avoir un gros avantage psychologique. Ouais, moi je pense pas qu'on mettra tarif non plus, mais ça va être... Moi je vois plus un 1-0 un peu à l'arraché qu'autre chose, mais on verra. Vincent. 2-0. Ok. Fred. Moi je pars sur un 3-1 pour nous. 3-1. Yves. Moi je me contenterai d'une victoire 1-0, ça ira bien. Avec Ilé qui met le ballon sous le t-shirt, qui est dans la bouche pour le nouveau-né. Le nouveau quoi? Le nouveau-né, oui. D'accord. Gilles, on va te laisser. Merci d'être intervenu avec nous. Merci de nous avoir présenté tout ça. Et à la prochaine, les amis. Ouais, ciao, bye bye et bon match lundi surtout. Allez. Et à mardi pour le débrief. C'est exactement ça. Salut les gars. Ciao. Et nous, messieurs, écoutez, on vous a annoncé des petites surprises sur les réseaux toute la journée. Elle est là, la surprise, c'est que
À partir de maintenant et jusqu'à la fin de saison, on va lancer des jeux concours pour vous offrir 2 places dans le virage Bristaton jusqu'à la fin de la saison pour venir encourager nos violets et le TFC pour essayer d'accéder le plus rapidement à la Ligue 1. Et c'est notre partenaire Marianne Verne, chiropracteur, qui vous offre 2 places pour lundi au TFC Le Havre en porte 7 virage Bristaton. Les jeux concours vont sortir d'ici combien de temps, Vincent ? À 21h15 exactement. Voilà, donc après le premier quart d'heure sur la première bière devant PSG Real, n'hésitez pas à aller liker les 2 pages, poster, de notifier un de vos potes. Il y aura un tirage au sort qui sera vendredi soir et vous pourrez gagner vos 2 places. Et avec modération pour la consommation d'alcool. Exactement. Sauf les chips, là par contre on peut y aller. Voilà messieurs, donc le jeu concours qui va sortir, et ça sera ça pour tous les matchs à domicile, je précise bien, on va pas faire les DEP non plus, hein, mais après si quelqu'un veut être partenaire pour financer les DEP, hein, nous on est ouvert. Hein. Alors il s'appelle les Indians Tolosa 93, entre 2 sièges à l'arrière, et surtout Camille, on ne dort pas en DEP. On ne dort pas en DEP, en effet. On va enchaîner messieurs avec l'interview supporter. Elmander dans la surface. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la le bon ballon pour Emana, pour Elmander, la frappe d'Elmander. On n'est pas du tout fan d'Elmander, comme tu peux le voir. Non. Fred, c'est à toi, tu es revenu exprès pour ça, parce que tu m'as dit que tu étais rentré limite en pleurant chez toi, parce que tu n'as pas eu cette interview, donc on a voulu te réinviter, bien sûr. Fred, pour commencer tout ça, quel âge as-tu ? J'ai 50 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TFC ? Je dirais... Trop longtemps. Elmander, moins de 30. Hein. Ah oui, quand même. Non, depuis, on va dire, la fin des années 70. Et comment tu es devenu supporter de ce club ? Mais tu commences à jouer au foot dans la rue avec les copains, tu joues à l'école, ça te plaît. Donc voilà, donc tu t'intéresses. Tu joues dans un petit club, mais pas très loin d'ici d'ailleurs, hein, quelques rues plus bas. Voilà, et ça te plaît aussi, tu as 7-8 ans et le foot en France commence à bouger, c'est la Coupe du Monde 78, c'est Platini, c'est voilà. T'as pas connu les Verts, mais bon, on t'en parle. C'est pas très loin. Mais... Voilà, il y a Bastia, tout ça, donc voilà. Et même si ton père est fan de rugby, un jour, tu as 8 ou 9 ans et il t'amène au stadium parce que le TEF est en Ligue 2 et qu'il joue les premiers rôles, et voilà quoi. Et du coup, le premier match, tu t'en souviens, stadium ? Ouais, je m'en souviens, ouais, c'était contre Thonon, Thonon-les-Bains. Donc on était déjà en Ligue 2, ça fait 40 ans, un petit peu plus de 40 ans, en plein hiver. 82-83 du coup, c'est Non, ça ? c'était la saison 80-81. 80-81, ok. C'était donc c'était une Ligue 2 à 2 groupes, A et B. Si Auxerre se la regarde, il y a des villes, tu te demandes, voilà, mais bon, c'est carrément une autre époque. Hein. Déjà d'avoir à 2 groupes. Ouais, c'est ça, quoi. Et puis l'année, on n'est pas trop mal, on finit second, je crois. On est barragiste. En premier barrage, on joue contre le second de l'autre poule, c'est Neulémine, entraîné par Gérard Rouillet à l'époque. Voilà. Un jeune entraîneur qui débutait. Et ensuite, donc on les bat et on se retrouve donc en barrage d'accession contre le 18e de Division 1 à l'époque. Oui, c'était AD1, ouais. Puisqu'on appelait ça comme ça, qui est Tours. Et là, on monte pas. Donc on est un peu sur le schéma du TEF là, de maintenant, quoi. Donc la première, donc on monte pas, barrage on monte pas. Et l'année suivante, donc on est premier de groupe, et les 2 premiers de groupe montaient directement en Ligue 1. Donc on se retrouve en Ligue 1. Il me le dira, mais je crois. Donc ça doit être en 83, je crois. C'est ça, voilà. Ton meilleur souvenir, du coup, et pourquoi ? Meilleur souvenir, il y en a plein, mais finalement, mon meilleur souvenir, je l'ai eu devant la télé. Ça a été le match aller alors c'était un 16e quoi, contre le Spartak de Moscou, quoi, en Coupe d'Europe. J'ai trouvé que bon, vraiment. On est au-dessus. Ouais, il y avait tout, quoi. C'était 3 buts de Gérald Passy, qui était déjà un super joueur. On avait déjà des super joueurs. Parce qu'on l'oublie, ça souvent, hein, au TEF, il y a quand même quelques années, il y a des décennies quand même qu'on a des très très bons joueurs. Voilà, je te parle de Jean-François Domergue qui marque un doublé, donc c'est à l'Euro 84. Oui.
Voilà, donc il était au TEF, Stopira, voilà, tu avais fait venir Tarantini qui était champion du monde, Christian Lopez, non, tu avais, voilà quoi. Et ouais, donc ça c'est mon meilleur souvenir parce qu'on sortait donc on avait éliminé Naples, au match aller tu gagnes 3-1, et ben tu te vois, tu te dis, ça y est, l'épopée quoi. Et après c'était déjà saut TFC. Voilà, l'épopée violette, alors je sais pas si vous l'a connu. Et tu te dis que peut-être. Voilà, Despérou nous raconte toujours en formation qu'à Moscou, ils avaient tous très mal au ventre et qu'ils se doutent que dans le petit-déj, apparemment, c'était pas que du jus d'orange. Ouais, peut-être aussi. Après ça, on ne sait pas. Spartak était déjà une grosse équipe. Hein, oui, et puis c'était l'URSS aussi, donc ça ne m'étonnerait pas que le Smekta ou autre. Non, pas le Smekta, ça c'est celui qui t'empêche. Mais nous, on était bien, quoi, franchement. On était... les Brésiliens te racontent la même lors de la finale 98. Donc, oui, bon, c'est sûr. Ton pire le mal souvenir de bide, ça marche avec le stress aussi. Mais le pire souvenir, c'est lié au match, à mon meilleur, c'est le match retour, quoi. Parce que tu ouvres le score et là tu dis encore plus, waouh, là on passe l'hiver au chaud. À l'époque, on disait ça, puis après tu réattaquais donc au printemps. Et puis non, quoi, derrière. Ah ben t'as passé l'hiver au chaud, mais le printemps, elle était aussi. Et derrière, tout s'effondre, quoi. Et après, non, ça a été vraiment un mauvais souvenir parce que ça, voilà, quoi. Tu voulais ton épopée européenne. Ouais. Puis c'était. Après, j'en ai un autre qui vient en deuxième. Alors, je sais plus l'année. C'est plus récent. C'est une demi-finale contre Guingamp, je crois, une demi-finale de coupe, je crois. 2008. Oui. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Ce match n'a jamais existé. Et là, on s'y voyait vraiment, quoi. Voilà. Donc là, pareil, tu te voyais donc au Parc des Princes, quoi. Au Stade de France. On parlait déjà de réserver les bus, on organisait les DEP. Et là, tu rentres à la maison et tu te dis... Ça fait chier. Une main devant, une main derrière. Exactement. Il nous reste pas beaucoup de temps, on est même un peu en retard, mais c'est pas grave, on va se garer 2 minutes. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? J'ai 50 ans, donc je dirais Marsico, quoi. Beto Marsico. Parce que tu aimes les pizzas? Ouais, aussi. Et puis tu as ce type qui arrive de nulle part, quoi. C'est un étranger qui arrive là, un Argentin. Voilà. Quand tu le vois débarquer à l'aéroport, tu te dis... Tu te dis, c'est même pas un joueur de foot. C'est ça. La coupe mulet, là, un peu là, le mec qui fait une gouaille, quoi. Tu te dis, mais ce mec, c'est un arnaqueur, quoi. Mais non, c'est pas du tout un arnaqueur, quoi. Elle a arnaqué les défenses d'en face, surtout. Ouais, il y a ça. Et après, c'est une autre époque, quoi. Il a quand même été entrepreneur dans le BTP derrière. C'est quand même un des premiers types dans le rond central. Tu lui prenais pas le ballon sur un mètre, quoi. Non, après, j'ai aimé Étienne Didot aussi comme joueur. Et j'ai beaucoup aimé, alors d'une période un peu plus récente, pour sa facilité dans ses gestes et une certaine classe naturelle, j'aimais beaucoup donc Étienne Capou. Ah oui, très bon gars en plus. À son poste en plus, c'était pas évident à avoir, mais bon voilà. Pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Je serais qui? Quand j'étais jeune, je sais pas, je jouais numéro 6, Jean-Philippe Durand, quoi. Celui-là, on va pas nous le citer plusieurs fois, les gars. Auxence, c'est qui celui-là? Il a joué à Marseille. Tu connais pas? Ligue des Champions. Formé au Toulouse Fontaine. Oui, et puis grosse carrière derrière. Si je dis pas de bêtises, il est de l'époque de l'OM en Ligue des Champions. Oui, il est en Ligue des Champions de France. Non, c'est vraiment un super joueur. Culture foot, Auxence, culture foot. Il n'y a pas que Begraoui dans la vie. Il faut s'y mettre, Auxence, il faut s'y mettre. Auxence, je te vois avec ton portable que tu t'as lancé une perche sur les villes. On va pas avoir le temps, mais par contre, ce que je te propose, c'est un quiz sur ça la semaine prochaine. Alors, on va pas aller chercher toutes les villes, mais essaie de nous faire un petit quiz sur toutes les villes et trucs à la con des Ligue 2 de l'époque. Non, maintenant que tu l'as dit, tout le monde va aller réviser les. Non, mais du coup, sois malin, mais dans l'esprit, comme ça te manque de géo. Dans l'esprit, parce que là, on est quand même pas mal à bout. Mais si tu nous en citais une ou deux, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, on avait déjà, Fred, tu avais raison, Toulouse avait fini 2e. Allez, un petit florilège. On avait Saint-Dié, Libourne, Montluçon, Tavaux et Corbeil-Essonne. Putain, Tavaux. Et t'as pas fait l'autre groupe? Ouais. Je l'ai là si jamais. Neu-les-Mines. Oh, mais là, on va enchaîner parce qu'il est déjà 21h04. Je suis désolé, Auxence, on va enchaîner. Un grand merci à toi, Fred, mais prépare un petit quiz. Grand merci à toi, Fred, d'être revenu. Merci à toi, Yves, d'avoir défendu cette émission avec corps et âme. Comme l'a dit, te le fait si bien. À Auxence, merci à toi. Vincent, un grand merci à toi d'être multitâche. Et n'oubliez pas le jeu concours d'ici une grosse dizaine de minutes. Vous pouvez gagner 2 places pour TFC Le Havre de lundi prochain. On se dit nous à mardi 98.3 sur Radio Occitanie. Ciao, ciao.